Entreprise en mission, un podcast de Profil et Mediatico. Réinventer l'entreprise, la rendre plus résiliente face à la crise, c'est ce que fait Emery Jacquia depuis 10 ans avec la Camif, une coopérative de l'après-guerre, une jolie marque de vente par correspondance spécialisée dans l'aménagement de la maison, très longtemps réservée au monde enseignant jusqu'à sa cessation de paiement en 2009. Sauf qu'il y a parfois une vie après la mort, en particulier lorsque certains dirigeants pionniers regardent le monde différemment, regardent l'économie différemment. Emery Jacquia avait fondé Mattelsom en sortant d'HEC, un site de vente sur internet de matelas, et puis il rachète la Camif en 2009. Il en fait un contre-modèle face à ses concurrents avec 10 ans avant les autres, du Made in France, local, de l'écologie durable et de la qualité, même si c'est plus cher. Un projet, une vision qui redonne du sens à l'entreprise et à ses salariés, et une mission, être utile à l'homme et à la planète, qui est inscrite depuis 2017 dans les statuts de l'entreprise. Bienvenue dans Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico qui interroge l'engagement des entreprises et la sincérité de leurs dirigeants. Et bonjour à vous, Emery Jacquia. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes aussi le président de la communauté des entreprises à mission. Est-ce que vous vous sentez, Emery Jacquia, un patron en mission? Moi, je suis un entrepreneur et comme tout entrepreneur, on est en mission pour changer le monde. Alors chez nous, c'est changeons le monde de l'intérieur, modestement, à notre modeste échelle. C'est ce qu'on fait chaque jour en contribuant à travers un modèle alternatif, vous l'avez dit, qui met au cœur de son sujet des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, trouver une voie de développement qui soit durable. Parce qu'au fond, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, on porte une grande responsabilité. On sait qu'on doit changer de modèle, mettre en place une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive, juste tout simplement plus soutenable parce qu'on a des défis devant nous qui sont considérables. Vous le savez, mais tous les dirigeants d'entreprise ne le savent pas forcément, n'en ont peut-être pas conscience ou peut-être le refusent. Quelle est votre mission à vous, Emery Jacquia, à la Camif ? C'est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut réinventer cette économie. Alors, cette mission, je ne l'ai pas sortie du chapeau, on l'a co-construite. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps, 2 ans et demi, en interrogeant des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des acteurs du territoire sur, au fond, quelle était leur vision de l'utilité de Camif pour la société, pour le monde. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'on s'est nourri de toute cette matière pour, avec un petit comité restreint qu'on a appelé au démarrage la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, définir notre raison d'être, qui est inscrite, comme vous l'avez dit, depuis 2017 dans nos statuts. Alors, quelle différence est-ce que vous faites entre la raison d'être, qui aujourd'hui est inscrite dans la loi Pacte depuis 2 ans, et cette mission de l'entreprise? On n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur le même degré d'engagement. Comment est-ce que vous faites la distinction entre les deux? Alors, la raison d'être, ça redonne du sens à l'entreprise. C'est une question existentielle. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si l'entreprise n'existait pas dans le monde? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les mêmes pratiques que la Camif, par exemple? Dans notre marché, on pourrait recréer 20 000 emplois en France. On pourrait quasiment diviser par 2 l'impact carbone de notre consommation en relocalisant nos achats. Vous voulez dire si tous vos concurrents faisaient comme vous? Oui, absolument. Ouais. Puisque sur les 11 tonnes de bilan carbone par Français et par an, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Aujourd'hui, 80% des meubles qu'on achète dans les magasins sont importés de très loin, en particulier de Chine. Donc en relocalisant nos achats, on peut avoir un profil d'impact très différent sur sa consommation. Mais au-delà de ça, ce qui différencie véritablement la raison d'être de la mission, ce sont tous les engagements qui sont ensuite constitutifs de la mission et qui vont donc mettre en mouvement l'entreprise. On a avec la raison d'être la boussole, le sens, et après, pour mettre en mouvement l'entreprise, il faut des engagements et des objectifs. Et c'est ce qu'est d'ailleurs la société à mission, parce que dans la loi Pacte, il y a la première marche qui est la raison d'être, puis la deuxième, et la marche la plus importante, c'est celle de la société à mission, qui, en plus de sa raison d'être, se dote d'objectifs sociaux et environnementaux. On en a, nous, mis 5, et ces 5 objectifs, ils emportent, ils font vivre l'entreprise et ils font que l'entreprise change.
Alors, un de nos engagements, c'est le premier, informer et sensibiliser autour de la consommation responsable. Alors ça se traduit très concrètement. Ça s'est traduit d'ailleurs dès 2009 sur le site de la CAMIF, avec une grande transparence sur... On est le seul site à offrir un moteur de recherche qui permet de rechercher sur des critères géographiques. Donc on peut rechercher par pays, par région, par département, mais aussi sur des critères sociaux et environnementaux. Exemple. Donc on recherche un lit fabriqué par un ESAT, une structure d'insertion par le travail des personnes handicapées. On est plutôt dans le sud-ouest. On va tomber sur les ESAT du Hameau qui fabriquent des lits en pain massif à Pau. Voilà. Et on trouve forcément ce type de produit sur votre site internet. On travaille avec une centaine de fabricants français, alors tous n'ont pas le même profil d'impact justement, mais si vous êtes attentif à un enjeu social plus particulièrement sur la cause du handicap, vous allez trouver un produit fabriqué par un ESAT. Si vous cherchez plutôt un produit proche de chez vous, vous allez trouver un matelas, du linge de maison ou un mobilier, une table, une chaise, un salon, bref, fabriqué près de chez vous. Oui. Et un critère environnemental, on va être quoi sur les émissions de CO2? Alors, sur les critères environnementaux, ça va être évidemment selon les matériaux, ça peut être d'abord des labels, la forêt gérée durablement, ça peut être le caractère biologique des matériaux, le coton bio, le lin, voilà, c'est des choses comme ça qu'on va retrouver et qui va permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé et donc un choix de consommateur responsable. Voilà. Et ensuite, quand on dit informer et sensibiliser, on se demande bien sûr comment on va objectiver cet engagement et cet objectif, comment on va le mesurer, comment on va évaluer, parce que c'est aussi ça la société à mission, évaluons l'impact de nos actions. On ne peut pas tout évaluer. Quand on fait la première année le boycott du Black Friday en 2017, c'était 2 semaines après avoir inscrit dans les statuts la mission de l'entreprise. Je n'ai pas passé un très bon quart d'heure avec mes actionnaires d'ailleurs, parce que j'ai donc soutenu qu'on allait fermer notre site pendant la meilleure journée de l'année. Voilà. Sachant qu'une journée comme ça, vous disiez à la presse que ça peut vous rapporter 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est 400, en une journée. Oui, c'est ça. Ouais. C'est encore même aujourd'hui, ça serait plus. Donc en 2017, c'est ce que ça représentait. Donc c'est quand même un renoncement très fort qu'on a fait pour ancrer dans le concret la mission de l'entreprise qui est de prôner une consommation responsable. Emery Jacquia, d'où vous vient cet engagement d'entrepreneur à mission? Vous êtes déjà fils d'entrepreneur et votre mère est artiste peintre et vous avez 3 frères et sœurs qui sont eux aussi entrepreneurs. Donc ça ne vient pas de nulle part. Non, le caractère entrepreneurial et le caractère décalé, c'est peut-être un héritage familial que j'assume pleinement et qui m'ont nourri et qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait. Bon. Maintenant, je pense qu'il y a eu un tournant dans ma vie d'entrepreneur, c'est quand on a décidé de quitter Paris pour aller nous installer à Niort au moment du rachat de la CAMIF. Et à ce moment-là, j'ai compris que si on voulait avoir une chance de réussir sur ce projet qui était quand même une aventure entrepreneuriale, il fallait qu'on mette au cœur de notre modèle un modèle qui ait un impact positif et qui soit perçu positivement par l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute de la CAMIF. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire de bien pour le territoire ? On a décidé d'ouvrir un centre de relations clients à Niort, d'ouvrir un centre logistique, de déménager notre siège social jusqu'à Niort pour recréer une dynamique en termes d'emploi. On a recréé 170 emplois à Niort. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que c'était la seule voie possible. Et moi, j'ai été convaincu, dans le fond, qu'il y avait un modèle alternatif à la grande distribution qui a toujours été chercher plus loin, moins cher. Ce n'était pas quelque chose qui me satisfaisait dans le fond. Et je me suis dit, avec CAMIF, qui est une marque qui est très forte, qui bénéficie d'un attachement très fort de ses clients, qui a des valeurs aussi historiques qui sont singulières, il y a une opportunité incroyable pour inventer un nouveau modèle d'entreprise contributive. Voilà. Mais vous auriez pu vous dire, ou vous pourriez vous le dire aujourd'hui, je vais racheter But ou Conforama. Mais non, justement, on m'a souvent posé cette question. Je n'aurais pas été parce que je ne me reconnais pas dans les valeurs. Donc qu'est-ce pour qui moi, change comme valeur ? Les valeurs, c'est la proximité avec l'écosystème des fabricants français. C'est quand on leur a dit, on va relancer CAMIF. Je me suis retrouvé avec 100 personnes qui avaient tous perdu de l'argent parce qu'au moment de la chute, ça a été quand même difficile. Ce qui les a convaincus de nous refaire confiance, c'est que quand on leur a dit, on va miser sur vous. On va valoriser vos métiers, vos savoir-faire, la façon dont vous faites de l'éco-conception. C'est ça qu'on va montrer sur le site de la CAMIF. On va venir faire des vidéos reportages au cœur de vos usines. Moi j'aime l'innovation aussi, donc j'aime bousculer l'ordre établi. Et j'étais convaincu qu'il y aurait à un moment donné,
parce que quand on a fait ce choix du Made in France en 2009, il n'y avait pas encore le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, c'était pas du tout à la mode, c'était même complètement ringard le Made in France. Mais j'ai été convaincu qu'il y aurait de plus en plus de consommateurs qui feraient attention à d'où vient le produit, comment il est fabriqué, par qui il est fabriqué, parce que moi-même, j'y fais attention. Et puis, moi, j'ai été transformé par l'aventure Camif, c'est sûr. Je ne suis pas le même entrepreneur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et le chemin qu'on a parcouru, celui de l'entrepreneur, de l'entreprise à mission, a été très structurant dans notre démarche. Se reposer la question du sens de l'entreprise, de la contribution de l'entreprise aux grands défis qu'on a devant nous, et aussi en tant que dirigeant, comme tous les citoyens, comme tous les consommateurs, comme tous les collaborateurs de l'entreprise, je regarde ce qui se passe dans le monde, quoi. Et aujourd'hui, je me dis oui, je peux faire quelque chose. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je peux utiliser l'entreprise pour changer le monde. Oui, parce que c'est le plus puissant levier de transformation qu'on ait à disposition. Parce que moi, un des chiffres qui m'a beaucoup marqué récemment, c'est celui de l'étude de Carbone 4, qui montre que si tous les Français adoptaient les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, qu'on arrêtait de prendre l'avion, qu'on arrêtait de prendre sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, qu'on mangeait beaucoup moins de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés. Ce qui veut dire que les 75 autres % du chemin, ils sont à faire par les entreprises, aussi par les collectivités. Mais donc là, ça nous donne une responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui est juste extraordinaire. Et ce qui est très beau, et ce qui est en train de se passer en ce moment, et probablement accéléré par la crise du Covid, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réconcilier l'économie et le social et l'environnemental. Et les entreprises qui se mettent sur ce chemin de l'entreprise à mission, de l'entreprise contributive, qui sauront prouver leur utilité pour la société dans 5 ou dans 10 ans, seront celles qui continueront à faire du profit. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors c'est ce que vous avez fait. Vous êtes ancré sur les valeurs de la Camif et sur les vôtres. Vous avez interrogé la raison d'être de la Camif. Vous êtes devenu une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça signifie dans l'organisation opérationnelle de la Camif d'être aujourd'hui une entreprise à mission ? En quoi c'est différent d'une autre entreprise ? Alors ça signifie pas mal de choses, pas mal de changements. D'abord peut-être ça libère d'abord le management, parce que quand la mission est claire, elle est claire chacun dans ses décisions. Au quotidien, mes collaborateurs ne viennent pas me voir pour me dire entre 2 fournisseurs, un qui est un peu moins cher et l'autre qui est un peu plus près, plus local, lequel on va choisir. Je n'ai pas besoin de leur dire, ils le savent très bien, ils savent pourquoi ils viennent au bureau, ils savent pourquoi ils sont là et ils se lèvent le matin. Donc ça libère le management parce que c'est un management par le sens, par la mission et par les engagements qu'on a pris. Le point qui transforme l'entreprise, qui jusqu'à transformer même son métier, ce sont les engagements. Donc quand on dit, nous, notre engagement, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. On pose ça en 2017. C'est inscrit dans nos statuts. Comme on est société à mission, on va être évalué là-dessus. Ça veut dire que dès 2017, on s'est dit non, mais on ne peut pas attendre de nos fabricants qu'ils se mettent à faire de l'économie circulaire, qu'ils intègrent l'éco-conception, qu'ils intègrent des composants recyclables. Il faut qu'on aille plus vite. Parce que oui, on fait un super travail de sélection d'une offre de qualité sur des critères locaux, durables, mais ce n'est pas suffisant. Et donc on se met en chemin à ce moment-là et on lance un projet qui s'appelle Camif Édition où on fait travailler ensemble des experts de l'économie circulaire, des designers et des fabricants avec des consommateurs et des collaborateurs Camif pour imaginer des nouveaux modèles qui seront au cœur de notre offre. Ce projet-là, aujourd'hui, il prend de l'ampleur. On en est à la 3e édition de Camif Édition. On va sortir 50 nouvelles collections là, dans les prochaines semaines. Et ça prend de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des produits qu'on vend sur le site de la Camif sont des produits exclusifs qu'on ne retrouve que chez nous. Ça, c'est créateur d'une triple valeur. C'est une valeur économique pour l'entreprise, ça préserve nos marges, parce qu'on est quand même sur un marché qui est très peu concurrentiel, celui du e-commerce. Je ne fais pas de photos, mais il y a un petit libraire en ligne qui a mal tourné. Et puis il y a Alibaba, et au milieu de tout ça, il y a encore Camif. Oui, s'il y a encore Camif, c'est justement parce qu'on a une proposition de valeur qui est très singulière et une différenciation qui se fait sur ce critère-là. Cette valeur économique, elle est importante pour nous, mais elle est aussi importante pour nos fabricants, parce qu'on leur permet de regagner un peu de marge et d'avoir un modèle soutenable, même si on fabrique en France et qu'on a des coûts de fabrication qui sont supérieurs aux produits qui viennent de très loin. Ensuite, il y a une valeur sociale, parce qu'on préserve des savoir-faire et des emplois en France. Et ensuite, il y a une valeur environnementale, parce que c'est un projet où il y a de la vraie innovation en matière d'économie circulaire. Donc, c'est des produits qui sont moins gourmands en ressources, qui sont travaillés pour être pensés en termes de fin de vie, qui intègrent beaucoup de produits issus du recyclage, donc moins de produits
issus de la pétrochimie par exemple, ou des produits biosourcés. On était au salon de l'agriculture l'année dernière, on dit qu'est-ce que va faire la Camif au salon de l'agriculture? Juste on vient redire qu'à l'intérieur de nos produits, on a des filières, on a du bois, on a du lin, il y a des choses qui poussent à côté de chez nous, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la Camif, c'est aussi la transformation. Et j'ai envie de vous demander, parce que vous me dites, voilà, on a décidé de réfléchir, de mettre en place, d'abord, vous étiez combien? Est-ce que c'était juste le conseil d'administration? Est-ce que vous avez sollicité tous les collaborateurs? Et puis, je voudrais en venir aux collaborateurs, parce que cette transformation, elle a été douloureuse. La Camif était en cessation de paiement, donc tous les collaborateurs ne sont pas restés. Et puis, vous avez arrêté le catalogue papier qui vous coûtait 40 millions d'euros par an à imprimer et à distribuer. Donc, votre entreprise s'est considérablement transformée. Comment les collaborateurs ont-ils réagi? Les collaborateurs, ils sont au cœur du modèle, ils sont au cœur de la transformation. Donc c'est avec les anciens chefs de produits de la Camif qu'on a pu renouer les liens avec les fournisseurs et l'écosystème de fabricants qui travaillaient déjà pour la Camif pour certains. Donc sans eux, on n'aurait juste rien fait. Après, là aussi, c'est comme pour moi, ça ne s'est pas fait en 6 mois, ça a pris du temps. Et notamment en 2010, un an après avoir relancé la Camif, etc., on était encore en plein milieu de plein de projets assez structurants en matière de transformation, mais je sentais bien que ce qui allait prendre le plus de temps, c'est le changement de culture. Moi, je pense qu'une entreprise à mission, c'est fondamentalement une entreprise qui a une culture entrepreneuriale, parce qu'elle va changer le monde. Pour changer le monde, il faut réinventer pas mal de façons de faire, pas mal de pratiques, etc. Et je ne sentais pas que c'était vraiment la culture des anciens Camif, qui avaient vraiment une culture très pyramidale, très grosse boîte, très un peu à l'image des locaux de la Camif que j'ai visité en 2008, au moment de sa liquidation. Que des bureaux cloisonnés, de la moquette au mur, une grande tour avec les étages supérieurs réservés à la direction et un code pour monter dans l'ascenseur, vous avez compris, voilà, c'était un peu ça le schéma. Nous, on s'est mis dans un grand espace ouvert qui était le magasin à Niort, le magasin Camif. Personne n'avait de bureau cloisonné. Et malgré ça, malgré la dynamique autour du projet, des projets nombreux, je sentais que la culture d'entreprise, elle n'était pas là encore. Et je me suis dit, la seule façon d'accélérer ce changement de culture, c'est qu'on vive ensemble une expérience collective qui soit très forte. Je crois beaucoup à la puissance de l'expérience vécue ensemble. Et donc, j'ai fait venir une artiste en résidence pendant 3 mois qui a été au milieu de l'open space où on était tous installés. Et je lui ai laissé carte blanche. Elle s'appelle Anne-Laure Maison. Elle travaille sur les problématiques de la maison, donc c'est pas une blague. Et voilà, et elle a partagé notre quotidien pendant 3 mois. Et c'était assez extraordinaire de voir qu'est-ce que ça a eu comme effet. Tous les jours, elle produisait des choses, des œuvres. Un jour, on arrive, on avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc les gens sont immédiatement allés voir Anne-Laure en lui disant « Mais est-ce que tu as demandé l'autorisation à Emery de taguer les places de parking ?» Bah non. Bah oui, mais en fait, dans une entreprise qui a une culture entrepreneuriale, on fait les choses, puis après on voit quoi. On essaye, et puis si ça marche pas ou on se fait engueuler, bah c'est pas grave. On n'est pas obligé de demander l'avis du patron qui va demander l'avis à son N+1, N+2, etc. Les choses vont vite. Deuxième œuvre qui a été très marquante pour nous, c'est en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Elle dit, mais c'est pas possible. Vous êtes tous à 10-15 mètres les uns des autres. Donc elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui faisait l'effort d'aller parler à quelqu'un d'autre, à un autre bureau, de matérialiser au sol en scotchant une bande rose pour relier les 2 bureaux. Et donc progressivement, l'entreprise s'est tissée de toute une série de bandes roses au sol pour nous rappeler au quotidien l'importance du lien, du vrai échange. Et pour moi, ça a été une leçon en termes de management, c'est que la vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien entre ses collaborateurs, créer du lien avec ses fournisseurs, avec toutes ces parties prenantes au fond. Et c'est ce qui nous a mis après sur la voie du tour du Made in France qu'on fait depuis 2014, où on va créer du lien avec notre écosystème, avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec les ouvriers, et qu'on les fait travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? C'est un projet collectif. Eh bien, le projet collectif, il tient par le lien. Et entre 2 entreprises qui ont strictement le même bilan, quand il y a une crise qui arrive, comme en ce moment par exemple, eh bien, il y a une entreprise qui passe la crise et l'autre qui ne passe pas. Celle qui passe la crise, c'est celle qui a su créer un lien très fort. Et ce qui est le facteur de création de ce lien, d'abord c'est l'énergie qu'on y met, mais c'est le sens du projet et la mission qui est un levier d'engagement. Alors justement,
Dans l'entreprise, il y a des parties prenantes, il y a les collaborateurs dont on vient de parler un petit peu, il y a aussi les concurrents. C'est une forme de partie prenante. Comment réagissent vos concurrents quand vous vous transformez en entreprise à mission et comment vous vous positionnez aujourd'hui dans un univers concurrentiel alors que c'est la crise et que vous portez des valeurs? C'est assez difficile de répondre à comment se positionnent les concurrents. Les concurrents, chez nous, notre univers concurrentiel, il est d'un côté les grands acteurs du e-commerce. Donc on n'existe pas pour eux en fait. Amazon, Alibaba, Camif, ils ne savent même pas que ça existe. Mais et eux, c'est des rouleaux compresseurs. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose d'assez inquiétant en fait pour l'avenir même de la distribution et du retail, parce qu'ils ont des modèles qui sont extrêmement agressifs et ils sont en train d'imposer dans la tête des consommateurs la normalité d'être livré de n'importe quoi, n'importe où en 12 heures. Bah, mais moi je sais, et gratuitement bien sûr. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, nous, on prône un modèle différent. Gratuitement en apparence. Et gratuitement en apparence, sauf qu'en fait, évidemment, ce modèle a un coût. Il a un coût social, il a un coût environnemental. Et il a même un coût économique pour l'entreprise, qu'Amazon ne serait pas rentable si Amazon ne faisait que de la distribution. Il est rentable parce qu'il a son autre activité qui finance des pertes. Mais bon, donc moi, je prône pour un démantèlement des grandes plateformes e-commerce comme Amazon. Mais, mis à part ces grands concurrents, on a aussi tous les acteurs de l'équipement de la maison, qui, eux, sont depuis 20 ans structurés pour aller chercher plus loin, moins cher, toujours moins cher, pour offrir le prix le plus bas. Donc, nous, on est dans une logique inverse. Nous, on privilégie le local et le durable, et si c'est plus cher, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que le produit est de meilleure qualité, c'est parce qu'il respecte des normes sociales et environnementales. Et ça, il se trouve qu'aujourd'hui, la résolution de l'équation fin du monde, fin du mois, elle se fait par des changements de comportement massivement adoptés par des millions de consommateurs qui achètent moins, mais mieux. Donc c'est ce qu'il y a sur votre badge, voilà. Moins mais mieux. C'est ça. Et en fait, c'est le profil de nos nouveaux clients. Aujourd'hui, notre fierté, c'est qu'on a 81% de nos clients qui ne sont pas des anciens clients de la Camif, instituteurs à la retraite, mais qui sont des nouveaux consommateurs, plus jeunes, résolument inscrits dans cette consommation responsable, qui cherchent à donner du sens à leur achat, qui cherchent à savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres, mais ils font beaucoup plus d'arbitrage que les autres. Oui, parce que les consommateurs ont été habitués à acheter moins cher et ils savent évidemment qu'ils peuvent gagner du pouvoir d'achat en achetant des produits moins chers. Donc c'est compliqué d'impulser ce changement de mentalité chez le consommateur. Alors ça se passe, et c'est en train de se passer en particulier par les jeunes générations, mais c'est en train de toucher tout le monde, parce que les gens adoptent des comportements d'achat plus responsables. Ils ont compris, ils ont fait le lien entre les événements dramatiques qu'on voit en termes de climat, de biodiversité, etc. et nos propres modes de consommation. Donc consommer moins, c'est acheter moins de produits superflus, c'est réparer davantage, c'est faire davantage soi-même, et c'est aussi acheter plus d'occasions. Nos clients aujourd'hui achètent 3 fois plus d'occasions que les autres. Mais pas chez vous. Non. Vous vendez du neuf. Nous, on vend du neuf. Et ça nous permet de libérer du pouvoir d'achat pour, quand on a envie de se payer un bon produit, un bon matelas pour bien dormir, ou un beau canapé, ou une belle table pour recevoir ses amis à la maison, eh ben on va mettre le prix, mais on va surtout mettre l'attention sur comment c'est fabriqué, d'où ça vient, et en quoi ça respecte, moi, ma valeur en tant qu'éco-citoyen. Donc votre cible de clientèle est probablement plus jeune, plus ciblée, plus restreinte, peut-être aussi. Est-ce que ça a réduit votre rentabilité d'être aujourd'hui une entreprise à mission? Non, je vais répondre très clairement non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un facteur de résilience majeur. Depuis la crise du Covid, Camif fait sur le deuxième trimestre 110% de croissance. Depuis de avril à septembre, 64% de croissance. Donc on va faire une très bonne année cette année. Vous allez faire combien? 40 millions l'an dernier, je crois? On va faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc c'est une très belle année de croissance, malgré un mois de mars qui a été très perturbé parce qu'évidemment le Covid, ça fait que tout le monde... Avec combien de collaborateurs et combien de clients? Alors aujourd'hui, on a 78 collaborateurs et en tout, on va approcher les 500 000 clients à la fin de l'année. Donc, belle progression de chiffres, avec beaucoup de nouveaux clients. Vous étiez à 300 000 clients il y a 2 ans, d'après mes chiffres. C'est ça, vous êtes bien informé. Donc, alors après, c'est le parc client global. Tout le monde n'achète pas tous les ans un canapé, une literie, mais voilà, c'est ça, ça montre la dynamique. Et
Et voilà, et surtout, en termes de rentabilité, puisque vous évoquiez le sujet, le fait de pouvoir prôner un modèle de consommation responsable, de privilégier les acteurs locaux et durables, et donc de privilégier une certaine valeur au produit, ça permet de ne pas, d'une année sur l'autre, continuer à baisser ses marges. Donc ça, pour nous, c'est un point essentiel, c'est d'arriver à gagner de l'argent. Hein. C'est pas simple dans un secteur hyper concurrentiel. Eh bien, je crois que oui, on est en train de prouver que c'est possible. Donc en fait, j'en viens à la question de fond. Vos actionnaires, ils en disent quoi ? Vous êtes aujourd'hui un patron fragilisé ou un patron renforcé par votre système de valeurs ? Clairement renforcé, c'est-à-dire qu'il y a une grande cohérence. Notre comité stratégique, c'est comme ça qu'on l'appelle, où il y a les administrateurs avec les actionnaires, mais aussi des administrateurs extérieurs, où j'ai annoncé qu'on allait fermer notre site le jour du Black Friday. C'était un moment difficile parce que j'ai dû convaincre que, oui, on allait faire un abandon, un renoncement très fort de chiffres parce que c'était en cohérence avec la mission qu'on venait d'inscrire dans nos statuts. Mais j'ai dû aussi dire, et aujourd'hui avec le recul c'est plus facile, mais on voit bien que la dynamique qu'on a post-Covid, elle est totalement liée à la cohérence de nos engagements sur la consommation responsable. Et il faut donc changer de lunettes, c'est-à-dire que si on reste figé sur la performance à très court terme, il y a des injonctions contradictoires. Dès qu'on passe, on change de lunettes, moi j'ai changé de lunettes cet été, j'ai des verres progressifs, donc je vois bien de près, mais je vois aussi très bien de loin. Et qu'on peut intégrer des enjeux sociaux, environnementaux, des enjeux de notoriété de marque et des enjeux économiques sur le long terme, alors il n'y a pas d'injonction contradictoire. Il y a une grande récompense, moi je dis toujours, les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. À titre personnel, le fait de diriger une entreprise à mission aujourd'hui, ça a changé votre vie ? Bien sûr. Ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et on se dit, on se lève chaque matin et on est capable d'affronter les moments difficiles, mais on y croit tellement. Et on se dit en plus, notre réussite, la réussite de l'entreprise, c'est une réussite collective. Elle va créer une valeur, cette entreprise, mais pas une valeur uniquement économique pour les actionnaires. Elle va créer une valeur pour ses collaborateurs, pour ses fournisseurs. Elle va créer une valeur sociale et environnementale. Mais c'est hyper enthousiasmant, quoi. C'est vraiment un levier de... Créer de la valeur, ça se mesure en chiffres. Quels sont les objectifs chiffrés que vous souhaitez atteindre pour la Camif ? Alors, on évalue par exemple tous nos engagements, on les évalue sur un certain nombre d'objectifs, notamment un de nos engagements, c'est de dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion. Aujourd'hui, on sait mesurer que pour un emploi à la Camif, on emploie 14 emplois en France. Donc, on a un effet multiplicateur de x14. Donc, notre objectif, c'est de maintenir ce niveau de x14, ce qui est juste énorme. Juste pour quelques éléments de comparaison, Amazon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, un emploi créé, 2,2 détruits en France. Voilà. Donc solde négatif. Donc ça crée une différence assez majeure dans le développement. On sait que chaque euro supplémentaire de chiffre d'affaires qu'on va faire avec la Camif sera bénéfique pour l'emploi en France. Très enthousiasmant aussi. Ensuite, on a des objectifs très ambitieux. En 2040, on doit détrôner Ikea. C'est ce que j'ai dit il y a 3-4 ans. Tout le monde vous avez décidé de détrôner Ikea. On doit le faire. Pourquoi on doit le faire ? Parce que si on ne le fait pas, c'est qu'on a échoué. En vrai, voilà. Ikea, c'est super présomptueux, c'est du bluff. Pourquoi ? De vouloir détrôner Ikea. Ils sont trop gros. Moi, je dis à mes collaborateurs, si vous n'y croyez pas, alors ne nous rejoignez pas. Qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver ? Je vais vous dire même une petite anecdote. Pendant le Covid, on l'a fait même. Oui. Expliquez-moi ça. Mais pendant le confinement, les magasins étaient fermés. Et donc, j'ai dit à mes équipes, on y est arrivé avec 20 ans d'avance. Non, mais c'était une plaisanterie. Mais le modèle de développement de Camif passera par un développement dans d'autres pays à un moment donné, mais toujours sur ce modèle du local et du durable. Merci beaucoup, Emery Jacquia. On vous souhaite d'embarquer avec vous beaucoup de consommateurs, consommateurs même, pour contribuer à changer le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast et sur mediatico.fr dans notre rubrique Portrait engagé. Mediatico, le média qui redonne du sens à l'économie.